Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux innovations managériales. Merci d'être ici. Donc, pour commencer, je vais peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Thibaut Bardon, je suis professeur associé au Dentsia Business School. Je suis également responsable de la recherche en management au sein de l'école. Et je suis titulaire de la chaire Innovation managériale, donc qui porte effectivement sur ce thème de l'innovation managériale. Donc, c'est un groupe de recherche dont je suis titulaire avec Nicolas Arnaud et qui a été fondé avec le concours du CIC Ouest et de CEPROGroup. Alors effectivement, le thème de ce webinaire, ce sera les innovations managériales. Alors c'est un thème qui est central en fait pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que quel que soit finalement le secteur d'activité, quelle que soit la taille des entreprises, on se rend compte que toutes les entreprises essayent de renouveler finalement leurs pratiques de management, elles essayent finalement d'innover en termes de management pour gagner en agilité, pour gagner en flexibilité, pour gagner en innovativité. Alors pourquoi est-ce qu'elles font cela? Pour une raison très simple, parce que finalement, l'environnement est muet actuellement par un certain nombre de dynamiques qui font que les entreprises doivent devenir plus agiles. Effectivement, ces dynamiques, on les connaît, donc je vais aller assez vite là-dessus. C'est des dynamiques d'ordre technologique. On parle beaucoup de la digitalisation du monde, par exemple, qui redéfinit finalement les rapports à l'espace et au temps, qui demande finalement plus d'immédiateté, notamment aux entreprises, d'être plus réactives. Ces dynamiques, c'est aussi des dynamiques politiques ou économiques, donc, qui sont liées à la globalisation du monde, globalement, qui effectivement peuvent intensifier la concurrence entre les entreprises. Ces dynamiques, elles peuvent être d'ordre sociologique. Effectivement, on voit apparaître de nouvelles générations au sein des organisations, génération Y, génération Z, qui ont de nouvelles attentes vis-à-vis de l'entreprise. Ces dynamiques, elles peuvent être aussi réglementaires. On est dans un environnement qui est de plus en plus codifié, qui demande plus de flexibilité. Ce qui veut dire que finalement, l'ensemble de ces dynamiques rendent l'environnement beaucoup plus incertain, beaucoup plus complexe, beaucoup plus concurrentiel et donc demande beaucoup plus d'agilité aux entreprises. Alors finalement, face à ces défis, qu'est-ce qu'on a vu comme phénomène? On a vu que fleurir une nouvelle génération d'innovation managériale dans les entreprises. Et des innovations managériales qui ont précisément pour vocation à faire gagner en agilité aux entreprises. Alors dans cette grande famille finalement d'innovation managériale, on retrouve finalement de multiples innovations, comme par exemple des démarches d'orientation client qui ont pour vocation de rendre les entreprises plus réactives, plus innovantes vis-à-vis de leurs clients, des démarches de management agile, plus récemment des démarches de libération d'entreprise qui ont pour vocation de libérer finalement les énergies pour gagner en innovativité, en créativité, etc. Alors on voit bien qu'en fait l'ensemble de ces innovations se présentent un peu différemment, sont packagées différemment, ont des noms différents, mais finalement on va montrer qu'elles participent finalement à un même phénomène et qu'on peut les classer dans une même famille. Deuxième élément, deuxième remarque, c'est qu'effectivement, j'ai dit qu'il s'agissait d'une nouvelle génération d'innovation managériale, et ce n'est pas forcément vrai, parce que finalement, on a vu apparaître ces innovations managériales depuis finalement une trentaine d'années dans les pays anglo-saxons, et depuis 15-20 ans en France. Donc finalement, on a suffisamment de recul maintenant pour effectivement analyser ce phénomène d'innovation managériale. Alors vous l'avez compris, l'objectif finalement de ce webinaire, ça va être de faire un point, donc un point rapide, sur ce thème des innovations managériales et notamment sur cette famille d'innovations managériales. Alors ce que je vous propose, c'est que finalement je vais dérouler mon propos pendant une vingtaine de minutes et à la suite de mon intervention, je vais vous proposer de me poser des questions et on pourra échanger sur cette base-là. Alors mon propos, il va être effectivement articulé en trois parties. Première partie, effectivement, je vais revenir sur les caractéristiques de ces innovations managériales. Je vais montrer que même si elles sont packagées différemment, finalement, elles peuvent être classées dans une même famille. Ensuite, on va s'intéresser à la performance de ces innovations managériales. Et on va voir que la performance n'est pas toujours au rendez-vous. Et dans une troisième partie, je vais essayer d'amorcer quelques réflexions pour voir comment est-ce qu'on peut repenser finalement l'innovation managériale dans les entreprises. Et notamment, mon propos, ça va être de dire qu'il faut remettre au centre des débats la question du sens. Alors, sur la première partie, très simplement, effectivement, encore une fois,
les innovations managériales que j'ai citées précédemment, elles sont packagées différemment. C'est-à-dire qu'elles sont présentées sous des terminologies différentes, elles s'appuient certaines sur des outils, sur des méthodes qui sont spécifiques, mais encore une fois, elles participent à un même phénomène. Elles appartiennent à une famille d'innovations managériales qu'on appelle la famille des innovations managériales post-bureaucratiques. Alors pourquoi post-bureaucratique? Tout simplement parce que quand on s'intéresse finalement au discours des promoteurs de ces innovations managériales, que ce soit des consultants, que ce soit des académiques, que ce soit des gourous en management, ben on se rend compte que le message central, c'est de dire que les entreprises ne deviendront plus agiles que si elles arrivent à casser avec les logiques de l'entreprise traditionnelle. Et l'entreprise traditionnelle, ils la décrivent sous la forme de l'idéal type de la bureaucratie. Donc c'est pour ça qu'on parle d'innovation managériale post-bureaucratique, parce qu'elles ont pour vocation de casser avec les logiques bureaucratiques. Alors casser avec les logiques bureaucratiques, ça veut dire au moins deux choses. D'une part, ça veut dire casser avec les modes d'organisation bureaucratique. D'autre part, ça veut dire aussi casser avec la culture bureaucratique. Alors si on s'intéresse aux modes d'organisation bureaucratique, les modes d'organisation bureaucratique, on les connaît bien. Hein. C'est-à-dire que l'organisation bureaucratique, traditionnellement, elle est caractérisée par un fort degré de centralisation. Donc effectivement, les pouvoirs de décision sont centralisés au sommet de la pyramide. L'organisation bureaucratique, elle est caractérisée par un fonctionnement qui est assez vertical. Effectivement, un fonctionnement qui est plutôt en silo, alors que ce soit des silos qui sont divisionnels, des silos qui sont fonctionnels, c'est souvent d'ailleurs les deux, mais en tout cas, il y a un fonctionnement très vertical. L'organisation bureaucratique, elle est aussi caractérisée par un fonctionnement de type hiérarchique. Effectivement, le contrôle s'effectue de façon hiérarchique, c'est un contrôle qui est sur les moyens, et souvent dans les entreprises bureaucratiques, on retrouve finalement pas mal de couches managériales, de couches hiérarchiques, les hiérarchies peuvent être assez longues. Et enfin, l'organisation bureaucratique, elle est caractérisée par un fort degré de spécialisation, c'est-à-dire une parcellisation des tâches qui est importante, ce qui veut dire que le périmètre de chacun est assez étroit finalement. Et ce que nous disent finalement les promoteurs de ces innovations managériales, c'est que pour devenir plus agile, l'organisation doit casser avec le mode d'organisation bureaucratique. Et finalement, ce qu'ils nous proposent, c'est de prendre le contre-pied avec ce mode d'organisation. Ils nous disent que pour devenir plus agile, typiquement, une entreprise doit décentraliser les rôles et responsabilités, donc donner beaucoup plus de pouvoir de décision à la base, contrairement à l'entreprise bureaucratique qui est très centralisée. Ils nous disent qu'il faut aussi casser en fait le fonctionnement vertical, le fonctionnement en silo, et au contraire créer de la transversalité. Et notamment, ils prescrivent de mettre en place des équipes transversales, des modes projet qui permettent finalement une communication en réseau, une communication transversale. Les promoteurs de ces innovations managériales nous disent aussi qu'il faut pas abandonner le contrôle hiérarchique, certains le disent, mais en tout cas qu'il faut l'assouplir. Et que finalement, le contrôle ne doit pas s'effectuer de façon hiérarchique sur les moyens, mais être plutôt sur un contrôle sur les objectifs et donner finalement plus d'autonomie, faire plus confiance aux salariés qui auraient la capacité finalement de se contrôler eux-mêmes. Et enfin, les promoteurs de ces innovations managériales nous disent qu'il faut aussi assouplir la spécialisation et au contraire s'engager dans un mouvement d'enrichissement des tâches de chacun, donc élargir le périmètre de chacun pour avoir des visions qui sont plus complètes sur les différents processus de l'organisation et ainsi gagner en innovativité, en créativité. Et effectivement, souvent on se rend compte que les organisations qui mettent en place ces innovations managériales se traduisent par quoi? Se traduisent par un aplatissement des structures hiérarchiques avec une suppression d'un certain nombre de couches managériales. Donc ça, c'est le premier point. Effectivement, les promoteurs de ces innovations managériales nous disent qu'il faut casser avec les modes d'organisation bureaucratique. Ils nous disent aussi qu'il faut casser avec la culture bureaucratique. Alors comment est-ce qu'ils la décrivent, cette culture bureaucratique? Ils la décrivent comme une culture qui est basée sur le respect des règles. Et ils vont même un peu plus loin, ils ont des rhétoriques qui sont un petit peu plus agressives vis-à-vis de la culture bureaucratique, parce qu'ils disent que c'est souvent une culture de l'obéissance. Ils disent que c'est une culture qui peut être servile, c'est une culture qui considère finalement les collaborateurs comme des enfants. Et ce qu'ils disent, c'est que pour devenir plus agile, les organisations doivent renouveler la culture des entreprises et au contraire promouvoir, valoriser la prise de responsabilité, la prise d'initiative, la créativité individuelle, etc.
Donc finalement, ce qu'ils promeuvent, c'est une culture qu'on appelle une culture entrepreneuriale ou intrapreneuriale. C'est-à-dire une culture dans laquelle chacun est invité, chaque collaborateur est invité à être un entrepreneur au service de l'entreprise. Donc finalement, ce qui nous est proposé par ces innovations managériales, c'est encore une fois de casser complètement avec le modèle bureaucratique. La promesse sous-jacente à ces innovations managériales, c'est de mettre en place au sein de l'organisation un nouveau pacte social. Un nouveau pacte social qui permettrait quoi? Qui permettrait d'aligner les intérêts individuels avec les intérêts collectifs. Au niveau individuel, finalement, qu'est-ce qui est proposé? Il est proposé à chaque collaborateur de prendre plus d'initiatives, plus de responsabilités, d'être un entrepreneur et finalement d'avoir un travail qui est plus diversifié, qui est sûrement plus intéressant, d'avoir des opportunités pour monter en compétences, donc plus d'opportunités de carrière. Donc finalement, au niveau individuel, ce que nous proposent ces innovations managériales, c'est de permettre un meilleur épanouissement des collaborateurs par un engagement plus fort au service de l'entreprise. Au niveau collectif, il nous est dit que cet épanouissement professionnel des collaborateurs va permettre aussi de gagner en réactivité, en agilité. Parce qu'effectivement, ça va permettre de libérer les énergies de tout le monde et donc effectivement d'être plus performant. Alors la question qui se pose maintenant, c'est finalement, est-ce que cette promesse, c'est une belle promesse finalement qui est faite, est-ce que cette promesse, elle est tenue? Et c'est une question finalement qui est assez pertinente de poser maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment de recul sur ces innovations managériales. Comme je l'ai dit, ces innovations managériales, elles se développent dans les entreprises depuis une trentaine d'années dans les pays anglo-saxons, depuis une quinzaine d'années en France. Donc on a suffisamment de recul pour faire un premier bilan de la performance de ces innovations managériales. Ça pose deux questions. Ça pose premièrement la question de la performance sociale et ça pose la question de la performance économique. Performance sociale, pourquoi? Parce qu'encore une fois, ces innovations managériales nous disent que ces nouveaux modèles d'organisation vont permettre aux individus de mieux et plus s'épanouir. Performance économique, parce qu'il nous est dit qu'au niveau collectif, encore une fois, ces innovations managériales vont permettre d'améliorer l'agilité, la créativité, l'innovativité et donc l'efficacité de l'entreprise. Alors si on s'intéresse au premier point, est-ce que finalement ces innovations managériales permettent d'améliorer la performance sociale des entreprises? Et bien finalement les études sur le thème montrent que ce n'est pas forcément le cas. Il y a même tout un courant finalement en management, qu'on appelle les études critiques en management, qui montrent que l'adoption, la mise en place de ces innovations managériales contribue au mal-être des salariés, des collaborateurs. Alors pourquoi? Pour différentes raisons. Un, parce qu'elles sont portées finalement par une culture entrepreneuriale qui peut créer des phénomènes de compétition interne au sein de l'organisation, où chacun finalement essaye de prendre plus de responsabilités, mais au détriment finalement des autres salariés. Parce que ces innovations managériales, elles sont accompagnées souvent d'injonctions à la performance, à l'innovation, au changement, à la créativité. Et ça peut être extrêmement déstabilisant pour les salariés. Et aussi parce que ces innovations managériales, elles se traduisent malheureusement trop souvent par une intensification du contrôle. Alors effectivement, c'est un petit peu paradoxal parce que dans le discours des promoteurs de ces innovations, il est dit que ces innovations managériales, au contraire, devraient assouplir le contrôle, et notamment le contrôle hiérarchique. Effectivement, le contrôle hiérarchique est souvent assoupli, mais par contre, il y a une autre forme de contrôle qui apparaît, c'est un contrôle sur les objectifs, et dans ce cas-là, finalement, l'individu devient finalement l'opérateur de son propre contrôle. Il internalise son propre contrôle et il est responsable finalement de l'atteinte ou non des objectifs, et cette forme de contrôle peut être beaucoup plus insidieuse. Donc effectivement, ce que montrent en fait ces études, c'est que ces innovations managériales ne contribuent pas nécessairement au bien-être des salariés, et peuvent même au contraire, contribuer à leur mal-être. Et finalement, ces études, elles n'ont peut-être pas complètement tort dans la mesure où on se rend compte que les RPS, les risques psychosociaux en entreprise, n'ont jamais été aussi importants malgré la diffusion massive de ces innovations managériales dans beaucoup d'entreprises. Une étude du ministère du Travail de 2014 montre que 75% des salariés se disent stressés et très stressés. Ça, c'est un indicateur qui montre que le bien-être au travail n'est pas quelque chose de généralisé dans les entreprises, malgré la diffusion de ces innovations managériales. On se rend compte aussi que le taux d'engagement
des salariés est extrêmement faible actuellement, malgré la diffusion de ces innovations managériales. On cite souvent en fait le sondage de Gallup, qui est un institut de sondage qui dit que seulement 9% des salariés se disent, au niveau européen, se disent engagés au service de leur entreprise. Donc encore une fois, finalement, la promesse qui est que ces innovations managériales vont contribuer au bien-être des salariés et donc à la performance sociale de l'entreprise, elle n'est pas complètement tenue. Maintenant, si on s'intéresse à la performance économique, effectivement, encore une fois, les promoteurs de ces innovations managériales nous disent que l'adoption de ces innovations permettront d'augmenter l'agilité, la réactivité et donc la performance économique des entreprises. Là, de la même façon, quand on regarde les études, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation positive prouvée entre l'adoption de ces innovations managériales et la performance économique des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui adoptent ces innovations managériales ne sont pas plus performantes que les autres. Il y a même des études qui montrent qu'elles peuvent, dans certains cas, être moins performantes, parce que ces innovations managériales peuvent créer des phénomènes de désorganisation, des phénomènes d'inefficacité, et peuvent aussi, et ça c'est relié à mon point précédent, détériorer effectivement le climat social, et la détérioration de ce climat social peut avoir des conséquences économiques très négatives. Donc on se rend compte que finalement cette promesse d'alignement des intérêts individuels avec les intérêts collectifs, d'améliorer à la fois la performance économique et la performance sociale, elle n'est pas complètement tenue. Alors, quand on a fait ce constat, il y a deux façons de procéder, globalement. Il y a une première posture qu'on peut adopter, c'est une posture qui est une posture prescriptive. C'est-à-dire faire des recommandations sur ce qu'il faudrait faire finalement pour innover en termes de management et améliorer la performance économique et sociale des entreprises. Alors, cette posture prescriptive, c'est une posture qui court le risque d'être incantatoire, un peu universaliste, un peu normative. Et donc, ce n'est pas la posture qu'on adopte. La posture qu'on adopte ici, c'est une posture qui est plutôt une posture réflexive. C'est-à-dire une posture qui consiste à analyser pourquoi, dans certains cas, l'innovation managériale ne se concrétise pas par une meilleure performance au niveau économique et social, pour essayer finalement d'inviter à la réflexion afin de définir des solutions qui permettraient d'améliorer cette performance économique et sociale. Donc là, on est plus dans une démarche réflexive, en ayant finalement dans l'idée que les solutions se trouvent toujours au niveau local, sont toujours spécifiques, donc il faut sortir finalement des solutions prescriptives et des solutions toutes faites. Alors finalement, cette posture réflexive, elle va se traduire de façon assez simple. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce thème des innovations managériales, et dans différents contextes, on a étudié finalement l'adoption des innovations managériales dans différents secteurs, dans les services, dans l'industrie, dans des grandes entreprises, dans des entreprises qui sont moins importantes. Et on a identifié 6 erreurs qui sont traditionnellement commises par les entreprises qui essayent d'innover en termes de management. Donc ces 6 écueils, finalement, sont autant de sources d'inspiration pour repenser finalement l'innovation managériale. Donc je vais vous présenter finalement ces 6 erreurs qui sont traditionnellement commises, et ensuite vous pourrez me poser des questions là-dessus. Donc, la première erreur, c'est finalement d'appréhender en fait ces innovations managériales comme des solutions toutes faites. C'est-à-dire que, typiquement, on rencontre encore trop souvent des dirigeants qui sont confrontés à des situations qui sont complexes, compliquées, pour lesquelles ils n'ont pas de réponse immédiate, et ils adoptent finalement ces innovations managériales comme des panacées. En tout cas, ils les appréhendent comme des panacées, comme des solutions un peu messianiques, en disant que ça va résoudre leurs problèmes. Le problème, c'est que dans ce cas-là, on a une adoption qui est assez aveugle, et qui n'est pas forcément adaptée aux enjeux réels de l'entreprise. Donc elle ne fait finalement souvent pas sens par rapport aux enjeux réels de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier écueil qu'on a observé. Encore trop souvent, beaucoup d'entreprises appréhendent ces innovations managériales comme des solutions toutes faites. Il n'y a pas de solution toute faite. La deuxième erreur en fait, qu'on a identifiée, c'est que trop souvent encore, les modes de fonctionnement historiques de l'entreprise ne sont pas suffisamment pris en compte lors de la mise en place de ces innovations managériales. C'est-à-dire que l'innovation managériale, elle s'inscrit dans un contexte existant, dans des modes d'organisation existants, dans des cultures existantes. Et il ne faut pas négliger en fait ce contexte existant, parce que si on le néglige, le risque c'est quoi? C'est de créer en fait des dysfonctionnements entre les fonctionnements historiques de l'entreprise et
les fonctionnements innovants qu'on veut introduire. À l'extrême, le risque, c'est de créer ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, c'est-à-dire des prescriptions contradictoires et finalement qui désorientent complètement les salariés. Et donc si on crée en fait ce type de dysfonctionnement, le risque, c'est de créer ce qu'on appelle de l'anomie, c'est-à-dire une perte finalement de repères de la part des salariés qui ne savent plus finalement dans quelle direction avancer. Une deuxième erreur qui est souvent commise finalement, c'est d'insuffisamment prendre en compte le contexte existant de l'entreprise. Troisième erreur qui est souvent commise, c'est finalement d'appréhender ces innovations managériales comme des solutions de communication. Alors des solutions de communication soit internes au service, à destination des salariés, pour leur faire croire finalement qu'ils ont plus d'autonomie, plus de responsabilité, qu'ils peuvent prendre plus d'initiatives alors que ce n'est pas forcément le cas, soit de solutions externes vis-à-vis des parties prenantes en disant qu'on innove en termes de management alors que ce n'est pas le cas. Alors ça pose plusieurs problèmes. Ça pose un problème qui est un problème d'ordre éthique, effectivement, parce qu'on dit quelque chose que l'on ne fait pas en réalité. Et ça pose aussi un problème en termes d'efficacité, parce que ça peut créer énormément de frustration et d'insatisfaction auprès de salariés qui s'entendent dire qu'ils ont plus d'autonomie, qu'ils peuvent prendre plus de responsabilités, mais qui de facto ne le peuvent pas. Donc ça, c'est la troisième erreur. Quatrième erreur, c'est finalement de croire que grâce à ces innovations managériales, tous les collaborateurs pourront devenir des entrepreneurs, des intrapreneurs au service de l'organisation. Ben non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des salariés qui n'ont pas le potentiel pour prendre plus de responsabilités, plus d'initiatives. Et c'est le rôle finalement du management d'identifier les salariés qui ont le potentiel et ceux qui n'ont pas le potentiel. Il y a des salariés qui n'ont pas les compétences. Le rôle du management dans ce cas-là, c'est d'accompagner ces salariés-là pour monter en compétences. Et il y a aussi des salariés qui ne le souhaitent pas, c'est-à-dire qui ne souhaitent pas prendre plus de responsabilités et plus d'initiatives. La question qui se pose dans ce cas-là, c'est est-ce que finalement on doit imposer ce mode de fonctionnement entrepreneurial? Est-ce qu'on doit demander à chacun de nécessairement prendre plus de responsabilités, plus d'initiatives? Ou est-ce que finalement l'épanouissement de chacun peut ne pas passer nécessairement par une intensification de son engagement au travail? Donc ça, c'est une vraie question éthique pour le coup. Donc, quatrième erreur, c'est effectivement de croire que tout le monde peut devenir entrepreneur alors que ce n'est pas le cas. Cinquième erreur, c'est de croire que l'innovation managériale passe forcément par la multiplication des technologies, alors que ce soit des technologies d'ordre digital, des logiciels qui permettent de créer plus de transversalité, plus de diffusion de l'information, ou des technologies sociales, comme des séances de créativité, etc. Finalement, on se rend compte que ces technologies, et beaucoup d'entreprises mettent en place des technologies extrêmement complexes pour gagner en réactivité, peuvent créer de l'inertie, en fait, au lieu de créer de la fluidité. Donc il faut sortir en fait de cette idée que la technologie, la multiplication des technologies est absolument nécessaire pour gagner en agilité, en réactivité. Au contraire, des fonctionnements plus simples peuvent être souvent beaucoup plus efficaces. Le sixième et dernier écueil qu'on rencontre, qu'on a observé, c'est finalement de négliger, de ne pas donner suffisamment de place à l'accompagnement qui peut être fait par le management de proximité lors de la mise en place de nouvelles pratiques de management. Effectivement, et on l'a dit, ces innovations managériales, elles reposent en fait sur cette idée que les individus peuvent un peu s'auto-manager. Et donc, ça se traduit souvent par des aplatissements de la structure hiérarchique, donc des suppressions des couches intermédiaires de management. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'au contraire, le management intermédiaire a un rôle crucial dans l'innovation managériale. Pourquoi? Parce qu'il a une position d'interface dans l'entreprise qui permet à la fois de nourrir la définition des innovations managériales et qui permet aussi de traduire en fait ces innovations managériales qui ont été définies par le haut au niveau opérationnel. Donc finalement, ils ont un rôle central et il ne faut surtout pas négliger en fait leur rôle d'accompagnement dans le renouvellement des pratiques managériales. Donc voilà les 6 écueils qu'on a identifiés, donc les 6 erreurs qui sont traditionnellement commises et qui finalement amorcent pas mal de réflexions sur la façon dont on peut réinventer l'innovation managériale dans les entreprises. Alors, pour conclure, finalement, ces 6 erreurs, elles montrent que l'innovation managériale, elle échoue très souvent parce qu'elle s'inscrit dans des logiques génériques, dans des logiques prescriptives qui négligent les enjeux humains. Et donc, finalement, on se rend compte que la réussite d'une innovation managériale passe précisément par la bonne prise en compte des enjeux humains. Effectivement, le renouvellement des modes de fonctionnement de l'entreprise, le renouvellement de la culture de l'entreprise
modifie la façon dont les individus font sens du projet d'entreprise, font sens de leur rôle au sein de ce projet d'entreprise. Donc, il faut prendre en compte ces enjeux humains et remettre la question du sens au centre des débats. Et ça, c'est vraiment la conviction qui nous guide finalement lors de nos réflexions sur les innovations managériales. Et c'est pour ça que finalement, on a fondé une chaire de recherche, donc un groupe de recherche sur ce thème des innovations managériales qui se propose de mettre cette question du sens au centre des débats. Alors c'est un groupe de recherche qui est composé de différents types de parties prenantes, d'académiques, donc effectivement de professeurs comme moi, de chargés d'études, de doctorants. Cette chaire de recherche est aussi composée d'entreprises, donc elle a été fondée avec le concours de 2 entreprises, je l'ai dit, le CIC Ouest et CEPO Group, et on travaille aussi main dans la main avec d'autres entreprises chez lesquelles on fait des recherches qu'on accompagne dans leur démarche d'innovation managériale. Ce groupe de recherche, il implique aussi la société civile, donc des associations, des syndicats, des think tanks avec qui on travaille également, des consultants, et évidemment, elle implique également des étudiants. Donc on essaye de diffuser en fait des connaissances qu'on produit dans le cadre de ce groupe de recherche auprès de nos étudiants en pédagogie. Donc, si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion, ce que je vous propose finalement, c'est de consulter le site internet de la chaire Innovation Managériale, donc l'adresse apparaît sur l'écran, et de consulter donc le cahier de l'innovation numéro 2, qui est un peu le livre blanc en fait de la chaire, et qui détaille finalement les propos que j'ai tenus aujourd'hui. Donc là, j'arrive au terme de mon intervention. Je vous remercie pour votre attention. Il nous reste 5 minutes pour échanger autour des questions que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, vous avez un chat qui est à disposition, donc vous pouvez me poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'attends 2 minutes. Alors effectivement, donc Virginie nous dit que mon intervention fait un petit peu peur finalement de tenter l'expérience de ces innovations managériales. Alors, mon objectif, c'est pas de faire peur, hein, encore une fois. Mon objectif, c'est plus de mettre en garde et d'inviter à avoir une posture plutôt réflexive par rapport à ces innovations managériales. Et encore une fois, à considérer qu'il n'y a pas de solution toute faite, de solution un petit peu messianique. Et malheureusement, c'est ce qu'on retrouve en fait dans les discours des promoteurs de ces innovations managériales. Très souvent, on nous disent que c'est des recettes qui permettraient à toutes les entreprises de devenir plus agiles, plus réactives. Ce n'est pas forcément le cas. On a aussi une question de Anne qui me demande si je peux citer le nom des études. Encore une fois, là, je vous invite à consulter le site internet où on indique un certain nombre de références de ces études, et vous pouvez aussi consulter le cahier d'innovation numéro 2, dans lequel effectivement on référence un certain nombre d'études sur ce thème-là. Alors je remonte le fil des questions. Non, je pense que c'est tout. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention. Donc n'hésitez pas à consulter le site de la chaire Innovation Managériale, à me contacter en direct afin qu'on puisse poursuivre cet échange dans d'autres contextes. Donc merci à tous et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.